Bonsoir tout le monde. Bon, on s'est arrêté la dernière fois avec la- des questionnements sur le système d'alliance des États-Unis, la nouvelle administration, dans la sociologie locale, notamment en Syrie. Et parallèlement à ça, on avait évoqué déjà ces alliances au niveau euh, euh, régional. Et aujourd'hui, c'est l'événement dont on va parler, c'est celui du sommet de Riyad qui touche précisément et clairement la mobilisation que les États-Unis essayent de faire au niveau régional et même à un niveau islamique beaucoup plus global pour rassembler une coalition contre l'Iran. Ce sujet qui préoccupe les médias depuis la semaine dernière, entre des gens qui ont applaudi pour cet événement clé qu'ils considéraient comme historique, et c'est des gens qui sont déjà dans le camp de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe, et qui considèrent que on est à 2 pas maintenant pour en finir avec l'influence iranienne dans la région. Et une autre version qui, c'est normal, qui vient de l'Iran même, ou du régime syrien ou des Russes, qui essayent de minimiser la portée politique de cet événement et de dire ça ne change rien dans le rapport de force sur le terrain, et que tout ce que Trump a essayé de faire, c'est de voler l'argent des pays du Golfe. Il est sorti avec apparemment une grosse somme de 460 milliards de dollars, entre 110 milliards pour les armements et le reste, c'est pour des projets communs avec les États-Unis de toutes sortes. Je ne dirais pas que la vérité c'est entre les deux, c'est pas si simple que ça. Déjà, l'événement en lui-même est significatif, c'est-à-dire essayer de se repositionner, je parle de l'administration américaine dans la région, à partir de l'Arabie saoudite, suivie après par une visite à Israël. Et ça, on en parle moins. Et de mobiliser et le monde arabe et le monde islamique contre l'ennemi, entre guillemets, qui est supposé être l'Iran. Voilà, en gros, si on peut parler d'une orientation stratégique des États-Unis, c'est ça. En passant ce silence, surtout l'ennemi historique des pays arabes qui est Israël. On en parle moins là maintenant dans ce sommet. Et ça va être utilisé par la suite par l'autre axe pour dire voilà, vous êtes dans le même camp qu'Israël alors que nous, on se bat contre le diable américain et le sionisme mondial. Voilà, c'est le refrain habituel avant l'intervention de Hezbollah en Syrie, c'était ça le slogan. Et donc, ce qui transparaît à partir de cette mobilisation grandiose, je dirais, et qui précède justement la réunion de l'OTAN auquel est supposé assister et donner un coup de pouce Trump dans sa tournée extérieure,
il va y avoir peut-être des surprises, parce qu'au moment où il rassemble les pays arabo-musulmans, voilà qu'il y a un nouveau son de cloche qui sort de la France et qui sort de l'unanimité européenne qui s'est déjà manifestée vis-à-vis de la nouvelle position de l'administration américaine qui soit ferme contre l'Iran. Le nouvel élu Macron, son ministre des Affaires étrangères, vient de faire une déclaration que lui, ça ne lui suffit pas la solution militaire avec l'Iran. Il préfère que ce soit accompagné d'un dialogue avec l'Iran. Alors, et en même temps, apparemment, le nouveau président français s'apprête à recevoir Poutine, juste au moment où Trump est en train de faire autre chose, c'est-à-dire d'isoler et les Iraniens et leur soutien russe. Donc, et ça, on verra ça plus tard. Il ne faut pas anticiper, là, surtout pour ceux qui sont épris par le nouveau président jeune de la France. Bon. Donc, ce qui transparaît à travers cette manifestation de Riyad, c'est que les Américains lançaient un message comme quoi on ne va pas faire la guerre à votre place. L'Iran, il s'agit bien de mobiliser vos forces et de retrouver vos ressources pour former un genre de NATO arabe ou de trouver des soldats qui sont prêts à se battre contre l'influence iranienne, soit en Syrie, soit en Irak. On parle d'un chiffre de 34 000 soldats, c'est-à-dire dans le conflit actuel qui dure 6 ans en Syrie, c'est peu de choses. Là, je ne vois pas avec quoi on va en finir avec tous les faits accomplis par Poutine et les alliés iraniens. 34 000 personnes combattant, ça correspond exactement aux effectifs du front al-Nusra, par exemple. Avec 55 chefs d'État musulmans et arabes et qui comptent des millions de populations, on sort avec ça. Reste la question, comment combiner cette alliance, ou malgré son importance, l'alliance régionale avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, et la sociologie locale. Ça rejoint exactement ce qu'on a parlé la dernière fois à propos de l'alliance des Américains avec les Kurdes et comment ils ont pu arrondir les angles avec les Turcs à cause de ça, suite à la dernière visite d'Erdogan à Washington. Quoi qu'il en soit, la question reste posée, à savoir l'importance de cet événement. Ça veut dire que l'administration américaine a tranché pour définir ses priorités dans les régions et a tranché pour se démarquer, mais radicalement cette fois-ci, de l'administration Obama, au moins par rapport au dossier iranien. Et c'est comme par hasard, avec le départ d'Obama, on commence à nous sortir des tiroirs de la Maison-Blanche, des dossiers qui ont été soit cachés, soit oubliés par Obama. Il ne nous en a pas parlé pour ménager l'accord historique qu'il avait signé avec l'Iran à propos du nucléaire. Par exemple, hier justement, avant de parler de ça, il y a une semaine, on nous sort l'affaire du rapport de César et
les fours qu'on a découverts comme par hasard, qui touchent 13 000 cadavres portés disparus dans les prisons de Saïdanaya, les prisons de Bachar al-Assad, et qui, pour ne pas laisser des traces, ont été brûlés dans des fours, comme du temps du nazisme, quoi. Alors, c'est sorti maintenant, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ce dossier, Obama? Est-ce qu'il l'a apporté avec lui à la plage, là, pour passer ses vacances? Là, il y a, avant-hier, il y a une déclaration qui sort de la Maison-Blanche, comme quoi la Maison-Blanche a des preuves comme quoi le régime iranien est impliqué dans le soutien du terrorisme de Al-Qaïda. Bon, on en a parlé déjà, nous, à notre niveau. Là, on n'est pas à la Maison-Blanche, mais j'espère que la semaine prochaine, ils vont faire le rapprochement avec Daesh, au même titre également. Et ça, on en a parlé. Parce que ce n'est pas des organisations qui sont descendues du ciel, là. C'est des gens qui ont des commanditaires et qui sont mêlés au rapport de force régional pour tel régime contre tel autre régime. Et donc, la question qui se pose actuellement en sortant de tout ça, c'est qu'on se débarrasse ou on prend sa distance par rapport à la lecture que Obama a essayé de nous imposer concernant le régime iranien. Ça, c'est important. Comme quoi, tel qu'il nous a présenté la chose, qu'à la longue, pour justifier l'accord nucléaire, si on considère qu'en Iran, c'est la contradiction entre les réformistes et l'extrême droite représentée par Khamenei et les gardes révolutionnaires. Donc les réformistes seraient par exemple Rouhani et Jawad Zarif, le ministre des Affaires étrangères qui parle anglais, et qu'on mise sur ces gens-là contre les autres. Ben, c'est comme s'il avait une lecture à la Maurice Duverger, quoi. Il y a l'extrême droite et il y a le centre-gauche, etc. C'est pas sérieux comme lecture. Ça s'applique également, cette fausse lecture, aux réalités du monde arabe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'autres concepts, il faut d'autres catégories pour avoir une approche réelle. Et Poutine, il était mieux avancé dans sa lecture. Lorsqu'il est venu en Iran, il y a 2 ans, pour négocier son intervention militaire en Syrie et coopérer, il a été directement visiter le centre du pouvoir, qui est Khamenei. Il n'a même pas dit bonjour ni à Rouhani, ni à son ministre des Affaires étrangères. Lui, il sait qui gouverne en Iran, plus que l'ancienne administration américaine. Est-ce qu'on s'approche avec la nouvelle administration américaine d'une lecture plus cohérente par rapport à ce régime, et comment traiter avec ce régime qui essaye depuis des années, depuis Khomeini, qui essaye d'exporter la révolution, parce qu'à un moment donné, la problématique qui prédominait en Iran du temps de Khomeini et après, c'était entre la tendance qui veut profiter d'un pays riche pour faire un État plus ou moins juste à l'interne, et une autre tendance qui voulait exporter la révolution islamique dans le monde arabo-musulman, pas seulement le monde arabe. C'est-à-dire, l'enjeu de ça, c'est qui va tenir le sommet des pays musulmans. Est-ce que c'est les sunnites ou les chiites? C'est pour ça que Rouhani, actuellement, il perd les pédales en faisant le commentaire du sommet de Riyad, pour dire que ça n'a aucune importance politique et que
Voilà, ça ne change pas le rapport de force. Et tout d'un coup, il dit que le programme des fusées balistiques de l'Iran, personne ne peut l'arrêter. Alors pourtant, on nous a dit que c'est le réformateur gentil. Et puis une autre déclaration qui dit que les gardes révolutionnaires est une nécessité pour l'équilibre régional. Et une quatrième déclaration, tout ça en 2 jours, pour dire qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme dans la région sans Téhéran. C'est extraordinaire pour un réformateur supposément modéré. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la lecture occidentale de ce régime. Est-ce que les Américains ont une nouvelle lecture dans leur façon d'aborder directement, de mettre le doigt sur le bobo et de dire c'est un régime qui est en train d'exporter non pas la révolution, à la façon où Lénine ou Trotsky à l'époque voulaient faire une révolution permanente à travers l'Europe. Il s'agissait à l'époque du marxisme. Mais là, on est en train de transporter des pratiques confessionnelles, c'est-à-dire de faire des alliances avec des minorités chiites, là où ils existent, pour en faire des milices et prendre le pouvoir petit à petit, comme ça s'est passé au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak. Donc, c'est ça la question qui se pose pour ce qui est l'approche américaine. C'est bien de mobiliser tout ce monde, mais qui va se battre finalement sur le terrain et qui va se battre contre qui? C'est la question qui se pose. Merci.